Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, excusez-nous, il y a toujours dans les conférences, à droite, à gauche, des temps de chauffe, des temps de mise en œuvre, mais vous allez voir, ça va monter en puissance. Nous attendons donc Fabrice Sommier, meilleur ouvrier de France, mais nous avons également de la qualité ce matin sur cette table ronde. Nous allons vous présenter les intervenants et je voudrais tout d'abord demander à Benoît Escoffier, l'organisateur, l'initiateur de ce second salon Vinivens, réservé aux professionnels du vin, qu'ils soient restaurateurs, cavistes, traiteurs, charcutiers pour certains. C'est un salon essentiellement destiné aux professionnels. Alors, Benoît, quelques mots déjà sur l'origine, la réalisation de ce concept, vous qui faites par ailleurs beaucoup d'autres salons du vin en France. Oui, bonjour. Effectivement, nous sommes organisateurs de plusieurs salons en France, c'est-à-dire en gros une vingtaine de salons grand public. Et je trouvais un peu anormal, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de salon à Lyon dédié aux professionnels. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est vrai que dans mon esprit, je souhaitais avoir un salon d'une certaine taille. Pourquoi ? Parce que la région lyonnaise est au cœur, comme nous le disons tous, de plusieurs régions viticoles. Et je ne voyais pas pourquoi il n'y aurait que Vinexpo, qu'il n'y aurait que Vinisud ou les vins de Loire, que ces régions-là qui seraient équipées d'un salon important. Donc effectivement, il y a 2 ans, nous avons lancé la première édition du salon Vinevens. Cette année, c'est la 2e édition. Nous comptons effectivement continuer sur ce chemin et ce salon va prendre de plus en plus d'importance pour essayer d'avoir quand même une renommée au moins nationale, voire internationale, puisque déjà l'année dernière, nous avons pu recevoir différents importateurs, notamment de Suisse. Donc je disais donc que ce salon est essentiellement destiné aux professionnels. On travaille dans des rendez-vous B2B, comme disent les Anglais. On choisit des vins, on cherche ce qui correspond le mieux à sa carte. Et puis, ça sera facile, lorsqu'on aura parlé de carte, pour nous, après, de venir sur le fond du sujet. Votre souhait, Benoît, ce matin, à l'aube de ce 2e salon Vinivens? Eh bien, mon souhait, c'est en priorité, effectivement, que les exposants soient satisfaits des contacts qu'ils vont pouvoir nouer sur ce salon. C'est vrai que à 2 heures, à peu près 2h30 que le salon est ouvert, et les premiers contacts qu'on peut voir ont l'air d'être très intéressants. Voilà, notre satisfaction pour nous en tant qu'organisateurs, c'est effectivement de voir les exposants, comme les visiteurs aussi, puisqu'il faut que les visiteurs trouvent suffisamment de choix. Alors c'est un peu pour ça cette année que nous avons innové un peu par rapport à l'année dernière, où nous avons installé à l'entrée une vinothèque en dégustation libre, ce qui permet justement aux visiteurs de déguster les vins de leur sélection en toute tranquillité, sans être obligés immédiatement d'aller sur le stand. Et comme les bouteilles sont marquées du numéro de stand, ça leur permet par la suite après d'aller voir directement les exposants. Donc voilà, notre satisfaction passera essentiellement par la satisfaction des exposants. La vinothèque, c'est effectivement le petit plus qui permet de mieux organiser son séjour. Alors nous allons maintenant vous présenter les intervenants de cette table ronde, dont je vous rappelle le sujet: comment choisir sa carte des vins lorsqu'on est dans le monde de la restauration, du CHR. Et puis on va évoluer aussi, faire 2 choses très intéressantes qui sont les nouvelles méthodes de consommation, consommation au verre par exemple, où on achète une bouteille au restaurant mais on part avec la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Tout cela sont autant de nouveaux modes de fonctionnement compte tenu d'un certain nombre de critères que nous évoquerons tout à l'heure, qu'ils soient des critères sécuritaires et routiers ou tout simplement des critères économiques. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, on parlera également de l'accord Mévin.
À votre droite, mesdames et messieurs, Géraldine Carré. Géraldine, bonjour. Vous êtes sommelière. Vous vous occupez également avec Laurent Bouvier, qui est le secrétaire général des Toques Blanches Lyonnaises pour le moment. Peut-être cet après-midi, cela va-t-il changer en bien. Vous êtes donc avec Laurent Bouvier, vous occupez du restaurant El Ixir. El, je crois que c'est le petit côté féminin. Et puis Ixir, vous aurez compris tout bonnement que c'est la passion du vin pour Géraldine. Alors Géraldine, quelques mots sur ce type de salon. Est-ce que vous-même, en tant que sommelière intégrée à un restaurant, vous utilisez les services de tel salon pour effectuer des sélections de vins? Et puis je dois dire à votre grande modestie que vous avez gagné de nombreuses choses, et plus particulièrement en 2010, à Châtillon-sur-Chalaronne, un concours de vin international qui a lieu une année au Québec, une année en France, un concours qui s'appelle Divin Défi. Géraldine? Donc oui, merci Michel. Donc les salons comme aujourd'hui, c'est vrai, nous apportent beaucoup de bien. Ils nous permettent de découvrir des petits domaines qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller voir, parce que pour un manque de temps, et puis on a beaucoup de travail. Donc ça nous permet de goûter des appellations, comme dans le salon en arrivant, on tombe sur un Picpoul, on a des Corbières, des Saint-Émilion. C'est pas forcément les vins qu'on a l'habitude de boire dans nos régions. Donc pour nous, c'est très important. Oui, peut-être encore un mot. Ensuite, Michel parlait des vins au verre. On va rentrer dans le dur du sujet après. Hein. C'est juste pour vous présenter. Et puis, à l'extrême gauche, alors, je ne devrais pas dire ça, à ma droite, Tristan Riggenbach, qui est caviste à Lyon, et qui a une particularité qui nous intéresse tout particulièrement, c'est que Tristan, qui est originaire d'Alsace, et Guisheim plus spécialement, à côté de Colmar, a commencé sa vie professionnelle comme cuisinier, et puis il va vous le raconter tout à l'heure, je pense. Un jour, il y a un de ses patrons cuisiniers qui lui a dit « Mais Tristan, tu as déjà pensé à te diriger vers la sommellerie ou vers le vin ?» Tristan, quelques mots sur vous-même, si vous voulez compléter, puis également sur votre cave qui est à Lyon, rue Childebert, à 50 mètres de la place de la République, qui s'appelle Trio Vino. Tristan Riggenbach. Merci Michel. Alors effectivement, je reviens un petit peu sur mon parcours qui est assez hors norme dans le monde du vin. C'est-à-dire que j'ai commencé par la cuisine, tout simplement, ou tout simplement peut-être pas, c'est quand même un des éléments moteurs qui a donné lieu à beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu la chance de commencer dans une grande table de Bergeville en Alsace, qui est un 3 étoiles Michelin. Et rapidement, le sommelier en place m'a dit « Tristan, pourquoi ne pas s'intéresser un peu plus au vin ?» Parce que je l'accompagnais dans toutes les dégustations. Serge Jupes, d'ailleurs, meilleur sommelier du monde, donc il a pu m'entraîner dans toutes ces dérives à droite et à gauche dans l'Hexagone et voire ailleurs. Et ensuite, j'ai pu suivre un petit peu ce cheminement de sommelier, quelques années dans des jolies tables, ici dans le secteur notamment chez Nicolas Lebec, où je m'occupais de sa salle, et à la Pyramide à Vienne, où je m'occupais d'une belle cave, une des plus belles caves de la Vallée du Rhône, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt. Par la suite, effectivement, j'ai choisi la voie de caviste, que j'exerce actuellement non loin de la place de la République, avec beaucoup de passion, beaucoup de plaisir, et ces petites touches un peu différentes, avec une approche plutôt de sommelier dans la vente et dans la proposition de mes flacons. D'où l'intérêt de me retourner vers des personnes comme Benoît pour des fois la recherche, l'approfondissement un petit peu des flacons que je propose. Et pour rien vous cacher, ce matin, j'ai eu beaucoup de plaisir à venir ici parce que j'ai découvert déjà quelques personnes, quelques vignerons avec lesquels je vais très certainement commercer, voilà, exactement. J'ai pas eu le temps de goûter beaucoup de choses, mais pour l'instant, les quelques dégustations que j'ai pu faire sont de qualité. La qualité des vins présents ici me semble tout à fait intéressante. Et surtout, l'idée d'ensuite promouvoir peut-être des vins du Mayonnaise, tout ça, au verre ou sur la carte des vins, on verra ça plus tard. On va en parler. Donc, si j'ai bien compris, ce format de salon, ce modèle de salon vous intéresse parce que vous pouvez discuter tranquillement et rechercher tranquillement ce qui vous intéresse. Exactement. Pourquoi ? Parce que c'est calme, on a le temps de discuter avec le vigneron, on a le temps de
éventuellement d'envisager certaines quantités, enfin des choses de ce type-là. Vous parlez un petit peu. Oui, quand on veut acheter une palette, on ne Voilà. cause pas devant tout le monde. Non, et les conditions de dégustation sont particulièrement agréables, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les salons, si je peux me permettre. Dont acte. Alors, on va entrer un peu dans le dur du sujet. Alors, je vais demander à Géraldine, c'est d'autant plus facile pour elle, c'est qu'elle a à la fois ce rôle de sommelière et à la fois ce rôle de responsable d'établissement, hein, d'un restaurant que l'on pourrait appeler une brasserie gourmande. Je pense que ce terme vous convient bien, c'est-à-dire que c'est de la gastronomie adaptée au modèle brasserie où on mange des bons produits bien cuits, généreusement. C'est un modèle de consommation qui vous permet de manger bien et bon et rapidement, qui plus est. Alors, Géraldine, pour vous, quelle est la préoccupation lorsque l'on arrive, que l'on ouvre un établissement, mais cela peut se passer également en cours d'année? Comment choisit-on, comment élabore-t-on une carte? Est-ce que l'on fait appel à quelqu'un, ce qui n'est sans doute pas le cas de chez vous puisque vous êtes en place à ce poste, mais est-ce que l'on peut faire appel à quelqu'un? Est-ce que l'on regarde Internet? Est-ce que l'on va dans des salons? Est-ce que éventuellement on pense à son type de gastronomie? C'est vrai que si vous vendez de la choucroute, il faudrait peut-être mieux aller vers les blancs d'Alsace que vers le champagne, quoique une choucroute en champagne c'est très bon. Comment démarrez-vous cette mission, Géraldine? Alors tout d'abord, il faut la démarrer en collaboration avec le chef de cuisine. Pour moi, je pense que c'est essentiel. Tout d'abord pour se caler sur les plats qu'il va proposer aux clients. Et ensuite, c'est tout simplement la clientèle qui va nous orienter vers notre gamme de produits. Et puis vers des vignobles qui préfèrent déguster, d'autres moins. Ensuite, bien sûr qu'on fait appel à des intervenants dans le milieu du vin, des agents, des vignerons, plein de monde pour essayer de peaufiner cette carte des vins. Et ensuite, une fois qu'elle est en place, on apporte des nouveaux propriétaires, des nouvelles appellations, mais on reste en général bien sur les régions que les clients préfèrent. Par exemple, chez vous, vous êtes dans la vallée du Rhône, hein, oui, c'est Limonest. Hein, oui, Limonest, oui. Limonest, on est dans la vallée du Rhône. Est-ce que cela vous interdit d'aller voir en Bourgogne, d'aller voir dans les vins de Loire, d'aller voir en Bordelais, d'aller voir dans le sud-ouest? Non, pas du tout, au contraire, il faut être ouvert. Après, il y a un système qui, dans la restauration, nous permet d'aller voir dans les vignobles aux alentours, c'est le système du vin au verre. Donc moi, je m'en sers beaucoup pour faire découvrir des nouvelles appellations à mes clients, et puis pour ensuite essayer de les inclure à notre carte des vins. Est-ce que l'on peut dire qu'une carte doit être équilibrée, pertinente, cohérente, originale, chère ou pas chère? Oui, comment vous définiriez une carte? Oui, il faut qu'elle soit équilibrée, que toutes les régions de la France soient représentées, malgré qu'il y ait quelques appellations qui ne se vendent pas forcément. Quoi, par exemple? Je vais non, c'est pas pour fâcher. L'Alsace, ouais, malheureusement. Pourtant, c'est un de mes vignobles préférés. Hein. Donc l'Alsace et puis un petit peu du sud-ouest. Et le Bordelais, bien sûr. Très bien. Alors donc équilibré. Sur le choix et peut-être la palette des prix. La palette des prix, bien sûr, il faut tout envisager. Aujourd'hui, nous à Limonest, on est situé dans les Monts d'Or et on a une très très belle clientèle qui, même à midi, peut avoir un très beau budget. Donc ils peuvent se faire plaisir avec des belles appellations, sachant que belle appellation ne veut pas dire fort prix. Coup de marteau, en d'autres termes. Une carte cohérente? Oui, toujours. Cohérente par rapport à la cuisine et puis à la cuisine, voilà, à la par cuisine rapport du chef, avec les entrées, les plats et puis aussi les desserts, parce qu'on a aussi une petite sélection de vins de dessert qui vont des vins naturels en passant par les Portos. Et puis voilà, on essaye de s'arranger avec le chef pour mettre en avant une sélection de vins au verre qui aille avec les menus qu'il prépare chaque saison. Original. Voilà, au rythme des saisons. Ça, c'est l'originalité. Exactement. Ça, c'est parfait, ça me plaît bien parce que trop souvent, on voit des galettes des rois au mois de décembre, trop souvent, on voit des fraises au mois de février. Respectons les saisons. Hein, en plus, on ne va pas faire du développement durable, mais faire venir des haricots du Kenya en plein hiver ou des fraises de je ne sais pas où. Mais bon, ça, c'est mon sentiment personnel. Tristan, donc, vous qui êtes maintenant de l'autre côté, mais avec cette expérience de la cuisine, comment vous voyez l'élaboration d'une carte des vins? Quelles en sont les contraintes, les avantages? Dites-nous un peu votre sentiment à ce sujet.
Alors c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement puisque en dehors de mon travail de caviste au quotidien, j'aide certains restaurateurs à élaborer leur carte des vins, que ce soit dans de la restauration gastronomique ou des établissements peut-être un peu plus humbles. Donc, vous faites donc partie de ces professionnels dont a parlé Géraldine, oui, auxquels on fait appel lorsque l'on veut élaborer une carte des vins, que vous soyez dans un bistrot ou que vous soyez dans un gastro. Exactement. Enfin, ça rime. Puisque la démarche se fait avec beaucoup de sensibilité. On essaye déjà de définir un petit peu quels sont les besoins et la nature de clientèle qu'on peut retrouver au sein des différents établissements, le type de cuisine. Donc je rejoins un petit peu Géraldine dans le sens où il faut être très proche du chef de cuisine ou de sa sensibilité, de ses intuitions, pour pouvoir mettre en avant des flacons qui correspondent un petit peu à cette même philosophie, voire de temps en temps amener des petites touches de curiosité, mais surtout respecter un fil conducteur qui ne soit pas... où dans chaque établissement on retrouve une âme sur une carte des vins. C'est-à-dire qu'il faut retrouver une certaine figure, un certain caractère, quel que soit le type de gastronomie. Voilà. Tristan, concrètement, lorsque vous avez une carte élaborée pour un établissement, quel qu'il soit, vous faites quoi? Alors vous vous asseyez à table, vous regardez 2-3 choses et vous dégustez Effectivement, pour vous imprégner de la cuisine? Alors je m'imprègne déjà du lieu, de la philosophie de la maison, et ensuite c'est vrai de la cuisine du chef. Donc à partir de ça, on peut bien sûr fonctionner avec des éléments qui fonctionnent très bien, notamment dans le secteur, à savoir privilégier la Vallée du Rhône dans un premier temps, parce que savoir que dans les cartes lyonnaises, 80% ce que disait Géraldine un peu. Oui, mis à part sur l'Alsace, on peut peut-être envisager une petite pirouette, mais... Géraldine, vous êtes originaire d'où? Du Beaujolais. Bravo. Voilà. Il y a le Beaujolais également, Tristan. Mais là aussi, sur le Beaujolais, il y a un grand travail à faire, puisque le public lyonnais a un certain a priori par rapport aux délicieux flacons qu'on retrouve dans cette région. Ils font trop souvent l'amalgame entre le Beaujolais nouveau, travailler sur des macérations carboniques, sur la jeunesse, sur le fruit, et les vinifications traditionnelles qu'on peut retrouver dans chaque appellation, qui sont souvent très justement réalisées. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'une certaine manière, avec une image rafraîchissante d'hiver, que le Beaujolais nouveau ou les primeurs, ce sont les parties visibles des icebergs? Ah, complètement. Et derrière cette partie visible, il y a comme un fond qui est très intéressant et qui mérite d'être reconnu, d'être peut-être poussé par vous les restaurateurs ou même quand on est charcutier, je pense qu'on peut mettre en avant, pourquoi pas un très joli moulin à vent sur une palette, ou je sais pas, il y a beaucoup de choses à faire. Il suffit d'en parler, de se poser la question, et je pense que c'est maintenant de séduire la clientèle. Un Beaujolais pour un saucisson au gène, tout simplement. C'est exceptionnel, le samedi matin, entre copains. Benoît Escoffier, ce n'est pas à l'organisateur de salon que je m'adresse, mais c'est aux clients de restaurants, car je sais que votre métier vous pousse à déguster très 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 souvent dans des restaurants. Qu'est-ce qui vous interpelle lorsque vous êtes à table dans un restaurant et que l'on vous présente la carte des vins? Que regardez-vous en premier? Effectivement, c'est peut-être une déformation professionnelle. Moi, je regarde d'abord dans chaque restaurant comment est composée la carte des vins. Donc je rejoins les deux personnes, Géraldine également. Ce que je regarde, c'est en gros d'où viennent les vins. C'est vrai qu'avec une certaine connaissance, on peut voir si ce sont des vins de producteurs ou ce sont des vins que l'on peut retrouver, je dirais, malheureusement un peu partout, notamment dans des grandes surfaces qui distribuent aussi du vin. Je comprends que certains restaurateurs, d'ailleurs, puissent se servir dans ces grandes surfaces pour éviter d'avoir du stock. Je pense qu'il est plus intéressant, à mon avis, c'est pour ça aussi que nous organisons ce genre de salon, que le restaurateur prenne le temps de venir justement sur ce genre de salon pour découvrir des producteurs. Donc ils ont en face d'eux les gens qui font le vin, ils peuvent discuter. Et comme ici, comme les exposants, sont tout à fait capables de fournir 24 bouteilles, 36 bouteilles. Donc le restaurateur n'est pas obligé d'avoir des stocks très importants. Donc une des premières choses que je regarde, c'est effectivement en gros d'où viennent les vins, si ce sont réellement des noms de producteurs. On a la chance de connaître beaucoup de producteurs maintenant en France, donc on voit à peu près qui fait quoi et comment les restaurateurs se servent. Ça, c'est votre truc, mais pas uniquement dans ce salon Vinevents, Benoît, c'est également dans les salons Vinomédia et d'autres à venir. Vous vous attachez particulièrement à travailler avec des producteurs indépendants, des vignerons. Ça, c'est un petit peu votre marque de fabrique dans le groupe. Oui, je dirais à 99%,
nous défendons le terroir de France, nous défendons les producteurs de France. Je dis à 99% parce que nous avons quand même, et c'est le but aussi du Salon Vinevent, c'est de montrer aussi des productions étrangères qui sont d'ailleurs excellentes. Hein. Vous avez qui peuvent venir de vignerons indépendants. Voilà, qui viennent effectivement de vignerons indépendants. Nous travaillons avant tout avec le vigneron indépendant, le vigneron en cave particulière. Le vigneron, dans certaines régions, peut également avoir une carte de négoce. Hein, ça se fait notamment assez souvent, fréquemment en Bourgogne, parce que les appellations bourguignonnes sont très petites. Donc les vignerons, pour vivre, sont obligés de présenter quand même plusieurs produits et donc prennent également, pour certains, une carte de négoce. Mais avant tout, ce sont des vignerons. Ce sont des gens, et vous les avez là en face de vous, vous avez des gens qui cultivent la vigne, qui traitent la vigne, qui s'occupent de viticulteurs et vignerons. Voilà, c'est la vitie et la vini. Très bien. On a bien compris, Benoît, que votre idée forte en ce qui concerne la sélection des vins en tant que client lorsqu'on est à table dans un rétablissement, pour vous, c'est particulièrement le côté producteur qui vous intéresse. C'est quelque chose, Géraldine, qu'on vous demande souvent, ou lorsque vous conseillez un vin, quelles sont les demandes des clients ? Est-ce qu'ils veulent une région ? Est-ce qu'ils veulent une qualité ? Est-ce qu'ils veulent un prix ? Est-ce qu'ils veulent le côté artisanal, entre guillemets, du vigneron, voire d'autres choses ? Quelles sont les demandes des clients ? Les demandes des clients, oui, en général, ils ont toujours une idée de la région en tête, plus la vallée du Rhône, plus la Bourgogne, plus le Beaujolais. Ça, c'est la première remarque. Voilà. Déjà même nous, quand on les interroge pour savoir un petit peu ce qu'ils ont envie de boire à midi, on leur demande est-ce que vous avez une région en priorité où vous voulez découvrir quelque chose. Alors, on les oriente. Et puis ensuite, c'est vrai qu'ils regardent la carte. Hein. Et puis les gens, aujourd'hui, on est face à des consommateurs qui sont exigeants et qui connaissent de plus en plus le vin. Je pense que Tristan me rejoindra maintenant. Il y a dans beaucoup de villes, on retrouve des associations où ils se regroupent pour faire des dégustations ensemble. Et puis après, quand ils arrivent chez nous, ils sont de plus en plus exigeants. Et ils nous demandent, ah oui, alors là, la maison Intel, ça on sait que c'est du négoce, donc on ne va pas prendre. On préfère prendre un petit vigneron, etc. Maintenant, ils sont très exigeants et c'est là où il faut faire attention. Le prix a encore une valeur importante. Je pense que oui, dans ce domaine économique, mais je dis des bêtises. Entre 25 et 30, les gens vont faire la différence, ou alors ils font la différence uniquement entre 20 et 100 pour donner une échelle, hein, les prix ne voulant rien dire. Aujourd'hui, la gamme de prix qui se vend très bien, c'est entre 25 et 40 euros. Moi, je trouve aujourd'hui, voilà, on est dans cette gamme de prix, en tout cas pour le midi. Après, le soir, il y a possibilité de faire des petits excès sur... J'ai envie de vous poser une question que l'on entend souvent de la part des consommateurs, des clients. Ils prennent dans la restauration des gros coefficients. Qu'en est-il ? Est-ce que c'est toujours vrai ? Parce qu'à une certaine époque, les coefficients, comme on appelle, étaient de 3, 4, 5, voire même plus. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que ça a beaucoup diminué et à la baisse. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et puis, il ne faut pas confondre les grandes maisons étoilées où c'est vrai qu'il y a des fois des prix qui sont inabordables et puis des petites maisons où on essaye de faire des petits coefs parce qu'on veut garder notre clientèle, parce que voilà, on n'a pas la même réputation. Donc après, il faut vraiment faire la différence entre les établissements. Et puis, au niveau du coef, il faut que tout le monde gagne sa vie, mais après, je pense qu'il ne faut pas abuser parce que c'est comme tout... Oui, mais cela dit, c'est vrai que toute peine mérite salaire et tout travail mérite salaire, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une bouteille qui est bouchonnée, vous n'êtes pas à l'abri d'une bouteille qui ne se vend pas, vous n'êtes pas à l'abri d'une bouteille qui ne plaît pas, et puis, comme disent les banquiers, une bouteille, c'est quand même un investissement dans la cave et que ça produit pas uniquement des intérêts, mais plutôt des agios. C'est un stock qui est valorisé et qui coûte. Oui, qui coûte. Voilà, notre métier, c'est aussi ça, c'est gérer nos stocks, vraiment avoir les appellations qui fonctionnent chez vous pour pas avoir un stock qui dort en cave. Ça ne sert à rien et c'est aussi ici qu'on intervient en tant que sommelier. Tristan, vous qui êtes de l'autre côté, j'allais dire, de la restauration maintenant, quelles sont les questions que vous posent les gens qui viennent chez vous ? Alors, c'est-à-dire que... Ils viennent avec une idée préconçue en disant, enfin,
je connais un peu la réponse parce que je vous vois très souvent, mais est-ce qu'il dit je veux telle région, je veux tel prix, je veux faire plaisir, je veux aller avec tel faisan ou telle volaille de Bresse? Alors, au départ, je pense qu'il faut mettre différents paliers dans les clients qu'on aborde. C'est vrai que dans un premier temps, les clients viennent nous voir en ayant une idée préconçue. Souvent, ils viennent pour voir parce qu'ils veulent un Morgon, ils veulent un Gros-Hermitage, ils veulent un Saint-Joseph. Ensuite, je crois que le discours se pose petit à petit. Dans les restaurants, c'est exactement pareil. Il y a un lien de confiance qui s'établit petit à petit, soit avec le sommelier, soit avec le patron, soit avec le chef, soit avec le caviste. Et le discours évolue ensuite. Chez moi, par exemple, les gens viennent de plus en plus, me donnent leur plat, me donnent la réalisation de plat qu'ils vont faire le soir ou le lendemain ou le week-end. Et à moi de proposer des vins qui pourraient convenir en fonction de leur budget. Évidemment, c'est toujours une des questions que je mets en avant chez moi lorsqu'un client arrive. Même quand je connais très bien le client, je dis quel est votre budget, quelle est l'idée que vous avez, quelle est l'idée de la soirée, à qui ça va s'adresser, dans quel contexte est-ce que le flacon va être dégusté. Tristan, jeu des questions-réponses, un dessert au chocolat. Alors, un grand classique, évidemment, on appellerait un beau grenache noir sur le fruit, pourquoi pas un beau vintage Voilà. sur Vous ne m'avez pas sorti le Maury comme tout le monde. Non. Déjà, ça nous fait plaisir, bien que ça soit un vin excellent. Hein. Ah oui, j'en propose. Et après, on demandera à Géraldine ce qu'elle propose. Notamment au verre. Je pense que chez toi, Géraldine, tu peux proposer d'excellents Maury au verre. Ça peut faire un beau match. J'aime bien parler de match lorsqu'on parle d'un plat et d'une harmonie mets et vins, parce que quand c'est voilà, c'est exactement ça. Avant de passer le micro à Géraldine pour la même question, est-ce que les clients qui achètent pour eux ont une vision ou une approche différente si, par exemple, ils viennent pour faire un cadeau à un ami ou à de la famille? Est-ce que l'approche est différente, soit en sélection, soit en prix? Est-ce qu'on prend des vins un peu plus mythiques, un peu plus chers, ou est-ce que la démarche est la même? Non, elle est un peu différente, effectivement, Michel. Puisque lorsqu'on veut offrir un cadeau, un présent à un ami, on veut choisir l'assurance que le client reconnaisse, que son ami reconnaisse le flacon. C'est-à-dire sur un champagne, on va aller sur un champagne connu, un bel habillage sur une appellation en Bourgogne ou dans le Val-du-Rhône, on va aller sur quelque chose de réputé, renommé. Par contre, quand c'est pour soi, on a tendance peut-être à aller un peu plus faire une curiosité, une appellation moins connue. Pourquoi pas un vin de pays? J'ai vu sur le salon d'excellents vins de pays. Voilà. Mais pour un cadeau, on sera toujours sur le lien, la sécurité. Voilà. Je parlais du chocolat. Si c'est pour un cadeau, on prend du Bernachon. Si c'est pour soi, on prend d'autres excellents pâtissiers chocolatiers. Géraldine, alors déjà, petite question avec le chocolat pour vous? Moi, je partirais sur un Porto vintage. Ah, c'est dommage que Fabrice ne soit pas arrivé, parce que Fabrice Sommier-Moff, il a dû se perdre dans le train ou dans le taxi, a remporté l'année dernière le concours des Porto, le Master of Porto. Alors donc vous, un Porto, oui, un Porto, millésimé? Oui, les terrasses des Griffaux, si tu connais Tristan, millésime 2006, donc ça ira très bien. Oui, c'est un petit accord sympa sur le chocolat. Vous parliez tout à l'heure, c'est peut-être le moment de faire la bifurcation de ces nouvelles méthodes de consommation, de ces nouveaux moyens de consommation, en particulier le vin au verre. Alors la première question, pourquoi prend-on un vin au verre? C'est parce qu'on veut arrêter, on ne veut pas, pour des questions de sécurité et de code de la route, parce qu'on veut moins investir, et puis peut-être aussi des choses importantes dont on parle moins, parce que ça nous permet de déguster 3 vins, par exemple, dans un repas différent, et puis surtout de découvrir d'autres choses. Quel est votre sentiment à ce sujet? Mais je pense que les gens aujourd'hui veulent de plus en plus découvrir, donc le vin au verre c'est le bon système pour ne pas prendre plusieurs bouteilles qu'on ne finira pas, et puis parce qu'il faut faire attention maintenant sur la route, quoi. Et donc ça permet de pouvoir choisir le vin, je sais pas, par exemple sur une volaille de Bresse ou que d'écrevisse, si on a envie de boire un meursault et puis l'autre veut boire un Mâcon fuissé parce qu'il préfère la minéralité, voilà, personne n'empêche la table d'avoir plusieurs... Ou un grand chardonnay de chez Georges Blanc, parce aussi. Volaille de Bresse, Georges Blanc... Pourquoi pas? Benoît, vous me parliez tout à l'heure, lors de vos visites dans les restaurants, que vous trouvez de plus en plus de restaurateurs qui vous proposent de commander une bouteille et puis de vous la mettre dans un petit sachet discret avec un bouchon pour partir. C'est quelque chose que vous voyez de plus en plus? C'est une habitude qui tend à se prendre? Non, je vois pas de plus en plus, mais effectivement, c'est quelque chose, je pense, qui va se développer et il est nécessaire de le développer.
Fut un temps, effectivement, quand on était un peu moins contrôlé sur la route, je pense qu'on prenait facilement à midi une bouteille ou une demi-bouteille. Maintenant, c'est plus le cas. Les restaurateurs se sont adaptés et effectivement proposent la vente de vin au verre. La vente de vin au verre, quand on est 2 ou 3 personnes, bon, ça fait effectivement 3 verres. C'est un peu plus compliqué. Les gens se disent 3 verres, une bouteille, on n'est pas loin. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà, donc maintenant c'est vrai que se développe un nouveau concept de la vente d'une bouteille. On prend ce qu'on veut et le reste on le ramène chez soi. C'est intéressant. Bon, on ne se sent pas obligé de finir absolument la bouteille. On boit juste ce qui est raisonnable. Ça permet également, parce que c'est surtout au restaurant aussi où on peut découvrir des nouveaux vins. Comme sur des salons bien sûr, mais au restaurant c'est très pratique. Donc au restaurant ça permet de découvrir des vins et puis d'emporter le restant de la bouteille. C'est une très bonne chose à mon avis, mais pour l'instant qui n'est pas suffisamment développée à mon sens. On va poser la question à Géraldine sur 2 volets. Le premier, c'est votre brasserie gourmande, l'Élixir, et puis vous, dans les belles époques avant les petits soucis, vous étiez également, en particulier le week-end, sommelière chez Laurent Bouvier, un restaurant gastronomique. Est-ce que les approches sont différentes? Est-ce que vous pratiquiez déjà cette emportée de bouteilles non finies? Oui, au gastro encore plus qu'à la brasserie. Parce que les flacons étaient plus jolis. Voilà, les gens mettaient un prix plus élevé dans la bouteille et c'est vrai qu'ils apprécient qu'on leur propose un petit sachet pour emmener le vin chez eux et pourquoi pas le terminer avec un bon plat le lendemain, le week-end. Voilà, on s'est démocratisé là-dessus, mais je pense que c'est encore difficile. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Ils sont gênés. Ils sont complètement gênés. Et aujourd'hui, je pense que le vin au verre, c'est pas seulement parce qu'on se dit on est 3, on va prendre une bouteille. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est aussi vers une clientèle qui va à la découverte. Et cette découverte, ils le font très bien autour d'un menu dégustation. Et nous, sommeliers, on intervient pour accorder un vin sur un mets. Et comme ça, pendant le repas, ça leur permet de goûter plusieurs styles de vin et d'appellations françaises ou étrangères. Je voudrais revenir sur quelque chose qui est un petit peu le cœur du débat aussi. Vous, comment découvrez-vous, à part dans les salons, est-ce que, avec votre petite automobile, comme dirait Charles Trenet, vous parcourez les routes de France et de Provence ou du Lyonnais ou d'autres régions vitivinicoles pour découvrir, ou c'est du bouche à oreille, ou ce sont les agents commerciaux ou les représentants? C'est beaucoup de déplacements. Malheureusement, on en ferait plus, mais il nous manque un petit peu de temps, parce que comme je disais, la restauration... Chez vous aussi, à Limonest, il n'y a que 24 heures par jour? Oui, aussi. Et puis aujourd'hui, je pense que les vignerons viennent de plus en plus à nous. Moi, j'ai souvent des coups de téléphone le matin et les vignerons me disent: est-ce que vous êtes disponible cette semaine? On va être sur Lyon. Est-ce qu'on peut venir vous faire déguster Ça, c'est le vin? un vigneron, et classe particulière. Ça, c'est vraiment très bien. J'apprécie beaucoup que les gens viennent à nous. Déjà, ça leur permet de voir notre établissement. Et puis, après, ils se situent ou non chez nous. Et puis, c'est vrai que les agents, vous parliez des agents, les agents aujourd'hui jouent un rôle important parce qu'on reçoit souvent des invitations d'agents, eux-mêmes sélectionnent, bien sûr, qui sélectionnent et qui nous disent allez, lundi, vous prenez votre journée, on vous emmène dans tel domaine. Et puis, au domaine, on est accueillis comme des rois. On a un bon menu et des reines. On a un beau menu, des beaux produits et ça, c'est intéressant. Tristan? J'aimerais juste tout d'abord réagir sur le fait de pouvoir emporter les flacons après. Réagissez. Sur le fait de pouvoir emmener sa petite bouteille après l'avoir en dégusté une partie au restaurant. Ça se fait, c'est vrai, de plus en plus, mais c'est pas du tout rentré dans les habitudes comme ça peut être le cas notamment en Australie, aux États-Unis, au Canada. C'est vrai qu'en France, de temps en temps, on a besoin d'un petit peu plus de temps pour casser certains a priori et pour aller un peu au-delà des choses. Donc, mais c'est en train de prendre une bonne voie et c'est une excellente chose, je pense. Voilà, ça permettra de vendre davantage de vin dans nos tables. Ensuite, c'est vrai que dans un style un petit peu différent, moi je sais qu'à la cave j'aime bien. C'est vrai on est très sollicité par les vignerons de plus en plus. Heureusement, c'est une bonne chose, c'est un gain de temps. On peut aussi profiter des salons comme on le fait aujourd'hui, par exemple, pour découvrir des choses vers lesquelles on n'irait pas en temps normal.
Par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup moi mettre en avant à la cave des fois des originalités. On parlait tout à l'heure des grandes lignes, et des fondamentaux qui sont en place à Lyon, mais j'aime beaucoup amener une petite dynamique, une petite touche un peu originale en proposant pourquoi pas des jolis vins de pays, des vins étrangers de plus en plus. Les gens sont demandeurs pour de goûter des choses différentes, des goûts différents. Je trouve que c'est une excellente chose pour les vignerons français. Ça les oblige à se remettre un petit peu quotidiennement, je dirais dans le sens de la marche, se remettre en question, qu'est-ce qui est bon, que ce soit au niveau du facing, notamment des flacons, des bouteilles. Être un petit peu dire les étiquettes. Voilà, les habillages, voilà. De se remettre un petit peu de rechercher un petit peu quel est le besoin actuel et quelle est la nouvelle norme dans la recherche des vins. C'est important.